Certains candidats à la présidentielle accusent des puissances étrangères de diffuser des fake news afin, disons, d'influencer le débat. Gabriel Attal, par exemple, accuse la Russie. Édouard Philippe ou Raphaël Glucksmann auraient également les mêmes accusations. Malgré tout, déjà, on peut se demander quel est l'impact réel de ces ingérences, si elles existent. Alors Gabriel Attal, c'est effectivement avéré, mais quel est l'impact réel de ces ingérences sur la campagne? N'est-on pas un peu en train d'en faire trop, Raphaël Steinville et Sabrina Medjeber? Moi, je pense que c'est une question qu'il faut se poser, et la manière dont Gabriel Attal, Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann communiquent sur ces ingérences étrangères pour, d'une certaine manière, essayer de faire décoller leur campagne, m'interroge. La manière dont certains d'entre eux s'inquiètent du silence d'un certain nombre de leurs opposants, notamment du Rassemblement national, pour dénoncer ces ingérences supposées, m'interroge également. C'est-à-dire que tout d'un coup, de participer ou non à ce récit des attaques venues de l'étranger, ce serait finalement être un allié objectif, qui de la Russie, qui des Chinois, qui des Américains. Moi, je trouve ça assez inquiétant et surtout assez révélateur d'un débat politique aujourd'hui assez Est-ce qu'on en fait trop sur ces ingérences? Parce que on parle quand même de candidats du bloc central qui s'appellent Attal, Philippe ou Glucksmann, qui ne sont pas forcément au mieux dans les sondages. Est-ce que c'est aussi, de la part de ces candidats, une manière d'expliquer, de justifier des sondages en berne, justement? Raphaël Steinville. Une manière de justifier des sondages pas suffisamment flatteurs d'une part, et d'autre part, et je dirais en creux, c'est aussi une manière de faire peser le soupçon sur ceux qui profiteraient de ces éventuelles ingérences étrangères. Et ça, pour le coup, ça me paraît tout aussi détestable. Moi, ce qui me surprend, et vous allez pouvoir me contredire si vous êtes d'accord, mais on ne parle pas du recteur de la mosquée de Paris, par exemple, Sabrina Medjeber. Expliquez-nous un petit peu. Tout à fait, parce qu'en effet, on parle d'ingérence et il semble visiblement qu'il y ait les bonnes ingérences et les mauvaises ingérences, les ingérences, il y a des ingérences utilitaires. acceptables. Voilà, exactement. On met la focale sur, en effet, la Russie, puisque la Russie est désignée comme l'ennemi principal de l'Occident, de l'Occident, exactement, et en oblitérant, par exemple, d'une manière un peu plus continue, en tout cas sur le moyen et long terme, le soft power du Qatar à travers sa chaîne Al Jazeera, le recteur de la mosquée de Paris qui s'était érigé comme le directeur de campagne d'Abdelmajid Tebboune en France pour agiter les diasporas vers les urnes en faveur du président. Donc il y a tout un tas, Georges Soros par exemple, qui finance énormément d'associations qui jouent contre nous. Donc il y a un tas d'ingérences qui arrangent certains camps politiques et d'autres qui, en effet, les dérangent parce que, comme dit très justement Raphaël, elles éveillent les soupçons sur ceux à qui ou pour qui ces ingérences profiteraient. Donc le RN, pour ne pas le citer. Donc c'est une manière de pallier... discréditer aussi le RN, Sabrina Medjeber? Oui, c'est une manière de discréditer le RN, en effet, parce que les trois candidats que vous mentionnez, aujourd'hui, n'ont pas, ou en tout cas une sorte de béance dans le récit à imposer et à peser. On regardait la dernière fois ensemble sur la chaîne CNews le programme de Gabriel Attal, et en effet c'est très laconique. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. En tout cas, ce n'est pas conjuré par une méthode, par un récit. Vous pensez qu'en parlant de ces ingérences, on occupe aussi le terrain? Exactement, c'est une manière de faire diversion. C'est une manière de faire diversion sur la béance idéologique de leur projet. Le fait qu'il soit en effet très très bas dans les sondages actuellement, et que le haut du panier sont Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et donc c'est une manière pour eux, à mon sens, de montrer que si leur projet n'est pas porteur, c'est en raison des ingérences extérieures et intérieures. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui on parle d'ingérence. Pardon, mais intérieure en France. l'Algérie, et vous l'avez un peu évoqué, Sabrina Medjeber, est-elle aussi capable d'ingérence pour déstabiliser certains concurrents de LFI?
Il est possible que On n'y est pas très honnêtement. on va pas le certifier, non. mais vous savez, après les émeutes, par exemple de 2023, le gouvernement algérien avait émis un communiqué appelant la France à protéger ses ressortissants Et il y a sur le également, sol français. il y a Donc, également le des gouvernement algérien. influenceurs aussi. Et il y a des influenceurs, aussi. on en a vu la preuve, souvenez-vous, en effet, à Est-ce l'époque une forme où d'ingérence? c'est évidemment une forme d'ingérence puisque c'est une volonté de déstabiliser de l'intérieur en mettant des cibles dans le dos, en disqualifiant, en intimidant les opposants au régime algérien d'une part, les Marocains, les Juifs et les Kabyles, puisque vous savez que, en tout cas, les représentants du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie sont qualifiés ou classés comme étant une organisation terroriste par le régime FLN d'Abdelmajid Tebboune. Donc il y a évidemment, intrinsèquement, singulièrement, des phénomènes que l'on a observés avec ces fameux influenceurs, dont un que je rappelle qui a été expulsé par Bruno Retailleau disposant d'un passeport biométrique et qui a été renvoyé depuis l'aéroport Ouari Boumedienne d'Alger. Donc il y a eu une sorte de guerre numérique. Bruno Retailleau s'y est attelé pour justement lutter contre ces petits soldats numériques, allons le dire. Donc oui, on ne peut pas escamoter, on ne peut pas oblitérer le fait que l'Algérie, en tout cas le gouvernement algérien, ne regarde pas de près les résultats ou l'élection de 2027. C'est une évidence. Tout à fait. Allez, j'aimerais évoquer et passer à un tout autre sujet avec vous, Marilyn Hérault. On va passer au prochain débat et parler effectivement du rapport. Oui, tout à fait. L'Institut Thomas More qui a présenté récemment les 50 décisions qui ont coulé la France. Effectivement, c'est un rapport qui fait grand bruit. Le rapport Thomas More, ce think tank, a émis effectivement 50 décisions qui, en tout cas, a émis un rapport sur 50 décisions qui ont coulé la France depuis la fin des 30 Glorieuses. Alors on ne va pas détailler tout le rapport, je vais sélectionner quelques décisions et nous allons en discuter, il nous reste à peine 5 minutes. L'une des premières mesures ciblées par ce rapport est le collège unique en 75. Je vais brièvement rappeler ce que c'est, très rapidement. Je cite le rapport: en supprimant les filières différenciées au collège et en retardant l'orientation, l'école aurait sacrifié l'exigence sur l'autel de l'égalitarisme. Fin de citation. Êtes-vous d'accord, Sabrina Medjeber et Raphaël Steinville, sur cette première observation, celle du rapport Moore? Alors justement, il faut savoir que cette réforme-là, c'était René Haby qui la portait et elle est arrivée dans un contexte de regroupement familial. Donc c'est déjà un écueil à signifier. C'est en effet le nivellement par le bas, par ce que vous appelez l'égalitarisme, qui a été prolongé ensuite par la politique de Lionel Jospin lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, avec cette fameuse capacité de l'enfant, le productivisme scolaire, où l'enfant engendre sa propre connaissance, etc. Et ça n'a cessé de se niveler par le bas à travers notamment l'idéologie wokiste. Donc oui, l'école est un vrai sujet. L'école a été effritée depuis René Haby. Aujourd'hui, les professeurs... ça se voit au PISA, à votre avis, ou pas? Ça se voit sur le plan du classement PISA, qui, je rappelle, en fait, est un classement, pour faire très simple, un classement international de l'OCDE, on va le dire comme ça, sur le niveau des élèves. Mais évidemment, et la France est dans le ventre mou. Voilà. C'est le résultat de cette politique égalitariste, du nivellement par le bas, du refus de la méritocratie et des compétences. Et donc, en effet, voilà, le résultat que l'on voit, c'est nous sommes derniers des pays de l'OCDE, classement TIMSS et PISA. Deuxième grande matrice du déclin, selon ce rapport, l'immigration. Je vais citer le rapport, toujours, il faut mettre des guillemets. L'instauration du regroupement familial par le décret du 29 avril 1976 est présentée comme le moment où la politique migratoire française aurait changé de nature. Le rapport y voit le début d'un engrenage: régulation massive de sans-papiers, Schengen, aide médicale d'État. Est-ce que, Sabrina Medjeber, Raphaël Steinville, c'est aussi ça une des causes de ce déclin français, comme le pointe le rapport? Ce qui est intéressant dans le rapport Thomas More, c'est que justement, on sent que quel que soit le sujet abordé, la question migratoire, elle devient essentielle à partir des années 75 pour comprendre le déclassement accéléré de la France. Ça a été vrai justement avec l'instauration du collège unique, qui est déjà une conséquence de l'immigration. C'est encore plus vrai avec l'instauration du regroupement familial, qui d'une certaine manière ouvre les vannes de l'immigration, mais sans possibilité finalement de refermer ce robinet. Puisque dès lors qu'on accepte l'immigration de masse et que on instaure la possibilité du regroupement familial, c'est un puits sans fin qui est ouvert et
qui a des conséquences très concrètes. Et alors, sujet qui s'imbrique totalement parce qu'il nous reste une minute, Raphaël Steinville, le rapport attaque également le modèle d'État-providence. Alors, l'État-providence pour les plus jeunes, en gros, c'est l'État qui protège et qui rase redistribue. gratis. Hein, voilà, bon, effectivement, qui redistribue, pour le dire de manière plus polie. Vous avez raison. Raphaël Steinville, ça c'est un sujet dans le sujet, effectivement, c'est dans l'imbriquement de ce que vous disiez à l'instant. Oui, parce que dès lors que la France présente ce visage d'un Eldorado venant en aide à tout le monde, à commencer par les plus démunis, bien évidemment que ça fonctionne comme une pompe aspirante pour l'immigration. Et le fait que cette immigration vienne en masse ne fait que lester encore davantage son coût et son coût supporté par cet État-providence. Sabrina Medjaber, il nous reste 15 secondes. Vous souscrivez à cette observation, bien sûr, justement? Mais bien sûr, je souscris totalement. Mais je n'oublie pas non plus, la responsabilité des élites qui, depuis 40 ans, ont encouragé cette immigration en refusant l'assimilation des nouveaux venus, en nous vantant les mérites du droit à la différence. Et je me rappelle, après l'affaire de Creil, de ce petit communiqué, le droit à la différence, c'est bien, à condition de pouvoir être différent de sa différence, sinon c'est un piège ou un esclavage.